Les festivals de musique sont censés être une célébration de la vie, de la musique et de la communauté, mais parfois ils peuvent se transformer en cauchemars. Ces dernières années, plusieurs festivals de musique ont été entachés par des décès tragiques qui ont bouleversé à la fois les participants et leurs familles. L'excitation et la joie de ces événements peuvent rapidement se transformer en horreur, affectant durablement ceux qui y sont impliqués. Voici 5 des décès les plus perturbants survenus lors de festivals de musique qui vous laisseront stupéfaits et en quête de réponses. Aaron Joel Mitchell était un ouvrier du bâtiment de 41 ans originaire de l'Oklahoma, toujours attiré par l'aventure et les événements en plein air. Il était marié et avait une famille aimante, mais il nourrissait également une passion pour la découverte de nouvelles expériences. À l'été 2017, il a décidé de participer pour la première fois au festival Burning Man, dans le désert de Black Rock au Nevada. Il avait entendu parler du mélange unique d'art, de musique et d'expression personnelle qui caractérise ce festival et il était impatient de le vivre en personne. Dans les jours précédant le festival, Mitchell était de très bonne humeur. Il avait assisté à un festival de l'éclipse solaire quelques semaines auparavant et était enthousiaste à l'idée de poursuivre son été d'aventure. Ses amis le décrivaient comme un athlète amoureux de la nature, soucieux de sa santé et toujours à la recherche de la prochaine aventure excitante. Le 27 août 2017, Mitchell et ses amis sont arrivés dans le désert de Black Rock, impatients de monter leur campement et de commencer leur expérience du Burning Man. Le festival battait déjà son plein, avec des milliers de participants rassemblés pour célébrer l'art, la musique et l'expression personnelle. Au cours des jours suivants, Mitchell et ses amis se sont profondément impliqués dans le festival, assistant à des concerts, visitant des sites artistiques et participant à des ateliers. Mitchell était entouré de personnes partageant ses passions pour l'aventure et la créativité. Alors que le festival atteignait son apogée, Mitchell et ses amis se sont rassemblés autour de l'emblématique effigie de Burning Man, une structure en bois de 18 mètres de haut qui allait bientôt être incendiée. La foule était en effervescence et l'atmosphère était remplie d'impatience. Dans la nuit du 2 septembre 2017, Mitchell a franchi 2 niveaux de sécurité et a couru vers le feu. Des témoins l'ont vu courir dans différentes directions pour échapper à ses poursuivants avant d'effectuer un saut périlleux avant dans les flammes. Les pompiers ont tenté de le sauver, mais la structure s'est effondrée sur lui alors qu'il sautait dans le feu. Mitchell a ensuite été tiré des flammes et transporté par hélicoptère au centre régional des Grands Brûlés de l'Institut des pompiers de l'Université de Californie à Davis. Malgré les efforts pour le sauver, l'état de Mitchell était critique, avec de graves brûlures couvrant son corps. Dans les heures qui ont suivi l'incident, les amis et la famille de Mitchell étaient encore sous le choc, essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'enquête sur sa mort a révélé qu'il n'était pas sous l'influence de drogues ou d'alcool. Sa mère a également rapporté que, quelques jours avant son départ pour le festival, il était en bonne santé mentale et n'avait montré aucun signe de détresse. La communauté du Burning Man était également en état de choc, les organisateurs ayant annulé les feux programmés, mais ayant tout de même maintenu le dernier feu du temple. Des équipes de soutien émotionnel ont été mises à la disposition des participants et du personnel, qui avaient du mal à accepter ce qui s'était passé sous leurs yeux. Mitchell ne portait que des shorts et une sangle de gourde lorsqu'il s'est précipité dans le feu. Il était à peine vêtu et ses actions avaient été rapides et délibérées. Les pompiers qui avaient tenté de le sauver n'avaient pas pu l'atteindre à temps, et l'effondrement de la structure avait rendu toute tentative de sauvetage impossible. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, les autorités en ont appris davantage sur le passé de Mitchell et sur ses expériences avant le festival. Elles ont interrogé ses amis et sa famille, cherchant à comprendre ce qui l'avait poussé à prendre une action aussi drastique et fatale. Les proches de Mitchell se souvenaient de lui comme d'une personne heureuse et aventureuse, attirée par l'esprit de créativité et d'expression personnelle du festival. Sa mort a donc été un choc pour tous ceux qui le connaissaient. Le festival Astroworld de Travis Scott était un événement musical annuel captivant qui envahissait le parc énergé de Houston. Ce festival à l'énergie débordante réunissait les fans de musique et les adeptes de Travis Scott pour un week-end de performances épiques, d'expériences immersives et d'art de premier ordre. Ezra Blount, un garçon de 9 ans originaire de Dallas, Texas, était un grand fan de la musique de Travis Scott. Il attendait avec impatience de participer au festival Astroworld à Houston avec son père, Treston Blount, depuis des semaines. Le 5 novembre 2021, ils sont enfin arrivés sur le site du festival, excités à l'idée de voir Travis Scott se produire en direct. Alors que le compte à rebours pour la performance de Scott commençait, Treston a soulevé Ezra sur ses épaules, espérant lui offrir une meilleure vue.
Ils se sont placés à l'arrière de la foule pensant que ce serait un endroit plus sûr. Mais lorsque Scott est monté sur scène, la foule s'est précipitée vers l'avant, provoquant une bousculade et une ruée dangereuse. En raison de cette poussée soudaine, Treston a perdu connaissance et lorsqu'il s'est finalement réveillé, il a réalisé qu'Ezra avait disparu. La panique s'est installée alors que Treston cherchait frénétiquement son fils. Il s'est précipité vers les tentes médicales sur place et plusieurs hôpitaux, désespérés de retrouver Ezra, mais en vain. Finalement, il a déposé un rapport de police et a reçu un message d'un agent avec une photo de son garçon. À l'hôpital, Treston a découvert qu'Ezra avait subi de graves dommages au cerveau, aux reins et au foie. Il avait été frappé, piétiné et écrasé, presque jusqu'à la mort. La famille d'Ezra était dévastée par la nouvelle. Dans les jours qui ont suivi, l'état d'Ezra est resté critique. Il a été placé dans un coma artificiel, luttant pour sa vie. La famille a organisé une veillée priant pour son rétablissement. Mais un dimanche, 10 jours après l'incident, l'état d'Ezra s'est soudainement aggravé. L'avocat de la famille a déclaré que la mort d'Ezra était directement due à la négligence des défendeurs et qu'ils allaient les tenir pour responsables. Le procès alléguait que les défendeurs n'avaient pas fourni un environnement sûr pour les spectateurs, malgré la connaissance des risques associés aux grandes foules. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'incident se poursuivait, davantage de détails ont émergé sur l'absence de mesures de sécurité en place lors du festival. Il est devenu évident que la tragédie aurait pu être évitée et que les défendeurs n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger les participants, car Ezra n'était pas la seule victime de ce malheur. Les témoins ont décrit la scène comme chaotique, avec des gens criant et essayant de fuir la bousculade. Beaucoup ont rapporté avoir vu le personnel du festival et la sécurité rester les bras croisés sans rien faire pour aider. Il a également été révélé que le festival n'avait pas fourni une formation adéquate à son personnel et qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel médical sur place. L'incident a soulevé des questions sur la responsabilité des organisateurs d'événements et des artistes pour assurer la sécurité de leur public. L'enquête finale a révélé que le festival avait un passé marqué par des problèmes de sécurité et qu'il y avait eu des rapports de surpeuplement et de sécurité insuffisante lors d'événements précédents. Il a également été rapporté que Travis Scott avait continué à se produire pendant plus de 30 minutes après le début de la ruée de la foule, malgré sa connaissance du danger. Cette décision a été largement critiquée, beaucoup demandant à ce que Scott assume la responsabilité de son rôle dans la tragédie. En réponse à la tragédie, Travis Scott a publié une déclaration exprimant sa dévastation face aux événements de cette nuit-là et offrant ses prières pour les familles et tous ceux qui ont été affectés négativement par le festival Astroworld. Il a également annoncé son intention de couvrir les frais funéraires, de fournir une aide supplémentaire aux personnes touchées et de rembourser tous les spectateurs et détenteurs de billets. Pourtant, malgré ses efforts, la perte tragique du jeune Ezra Blount ne pouvait être effacée, laissant sa famille dans un chagrin irréparable. Alicia Louise Cipicchio, née le 15 décembre 1984 à Knoxville, Tennessee, de Michael Cipicchio et Beth Underwood Cipicchio. Elle a grandi avec un amour pour la nature, le ski, la randonnée, les voyages et les animaux. La passion d'Alicia pour l'art était évidente dès son plus jeune âge et elle a poursuivi des études en design et anthropologie à l'Université de Caroline du Nord à Greensboro, obtenant son diplôme en 2008. Après ses études, Alicia a déménagé à Jackson, Wyoming, où elle a travaillé comme directrice adjointe à la Rare Gallery of Fine Arts. Elle n'était pas seulement passionnée par l'art, mais également dévouée à sa communauté. Elle s'est engagée dans diverses organisations, dont Bike and Build, Pedaling for Affordable Housing, AmeriCorps et Team in Training Triathlon Group. Dans les jours précédant le festival Burning Man, Alicia ne tenait plus en place, excitée et impatiente d'y être. Elle avait déjà participé à l'événement plusieurs fois, attirée par son esprit créatif et aventurier. Le festival cette année-là, tenu dans le désert de Black Rock au Nevada, promettait d'être tout aussi exaltant. L'un des aspects uniques du festival Burning Man est sa ville temporaire, Black Rock City, où les participants se rassemblent pour l'événement. Pour assurer la sécurité et favoriser les interactions communautaires, les voitures sont interdites dans la ville. Et les participants se déplacent à vélo, à pied ou utilisent des navettes désignées comme le Chagadelika. Le 28 août 2014, Alicia est arrivée sur le site du festival, impatiente de s'immerger dans l'art, la musique et la communauté que Burning Man avait à offrir. Elle a passé la journée à explorer le site du festival, admirant les installations artistiques élaborées et profitant de la musique et des performances.
Au fur et à mesure que les festivités se poursuivaient, Alicia s'est dirigée vers le Shagadelica, un bus de fête recouvert de fourrure qui traversait les terrains bondés du festival. Ce bus était une attraction populaire au festival, connue pour ses décorations élaborées et son ambiance animée. On ignore si Alicia avait consommé de l'alcool ou des drogues pendant le festival, mais Burning Man est réputée pour les excès dans ces deux domaines. Quoi qu'il en soit, elle s'est laissée emporter par l'énergie du moment, dansant et riant avec les autres passagers alors que le bus avançait dans le festival. Mais au fil de la nuit, elle a commencé à ressentir un malaise. Le bus roulait plus vite qu'elle ne l'avait prévu et la foule devenait de plus en plus agitée. La tragédie a frappé lorsque Alicia est tombée du bus et a été écrasée par ses roues. Malgré les efforts du personnel médical, elle a succombé à ses blessures et est décédée. Des témoins ont rapporté qu'Alicia pourrait avoir été sur le toit du bus à 2 étages avant de tomber sous ses roues et d'être écrasée. Les circonstances exactes de l'accident restent floues, mais il est probable qu'une combinaison de facteurs ait contribué à la tragédie, notamment la vitesse du bus, les conditions de foule et la difficulté à se déplacer dans le festival la nuit. La famille et les amis d'Alicia ont été laissés désemparés, essayant de comprendre la tragédie qui s'était produite. Ils se souvenaient d'elle comme d'un esprit lumineux et aventureux qui avait touché la vie de tous ceux qu'elle rencontrait. Une messe funéraire a été célébrée en l'honneur d'Alicia à l'église catholique Notre-Dame du Rosaire le 1er septembre 2014, présidée par le père Al Gondek. Sa famille a reçu des amis et des sympathisants la veille au Davidson Funeral Home à Lexington et à la maison après la messe. La communauté de Burning Man s'est également rassemblée pour pleurer la disparition d'Alicia et célébrer sa vie. Elle a été rappelée pour sa passion pour la randonnée, l'art et la nature. Passion qui était évidente dans ses profils sur les réseaux sociaux. À l'approche du célèbre festival Coachella, en avril 2019, le Empire Polo Club était en pleine effervescence. Les machinistes et les monteurs travaillaient sans relâche pour monter les scènes et s'assurer que tout était prêt pour le grand événement. Christopher Griffin, un machiniste chevronné et chef-monteur, faisait partie de l'équipe. Avec plus de 20 ans d'expérience, Griffin connaissait chaque recoin du lieu et était un atout inestimable pour Golden Voice, la société de production du festival. Ses collègues le décrivaient comme une personne dévouée et passionnée qui mettait toujours la sécurité des autres en premier. Le matin du 6 avril, Griffin a été chargé d'installer du matériel de gréement sur la scène principale. Vers 9h26, des témoins ont rapporté avoir entendu un bruit fort et vu Griffin tomber de l'échafaudage. Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux, arrivant vers 9h30. Griffin a été retrouvé allongé sur le sol près de la scène après avoir chuté d'environ 18 mètres de l'échafaudage. Malgré l'intervention rapide, il a été déclaré mort sur place. Griffin portait un harnais au moment de l'incident, mais n'était pas attaché avec une longe ou un dispositif anti-chute. La communauté du festival a été sous le choc, peinant à accepter la perte d'un collègue et ami bien-aimé. Golden Voice a publié une déclaration décrivant Griffin comme un ami et un membre de la famille, tout en reconnaissant son dévouement et ses contributions au succès du festival au fil des années. Alors que la nouvelle de l'accident se répandait, la California Occupational Safety and Health Administration a lancé une enquête sur l'incident. Ils ont découvert que l'employeur de Griffin, Klidge Industries, n'avait pas veillé à ce que les protocoles de sécurité appropriés soient en place. L'enquête a également révélé un manque de surface de marche, aucune protection contre les chutes et une formation inadéquate. Klidge Industries a été condamné à des amendes et à des citations pour leur rôle dans l'accident, avec 15 jours pour répondre ou contester les décisions. La mort de Griffin a été une perte dévastatrice pour sa famille, ses amis et ses collègues. Il laissait derrière lui sa femme depuis 23 ans, Samantha, et ses filles jumelles de 14 ans. Griffin avait travaillé sur la mise en place du festival Coachella pendant toute la durée de ses 20 ans d'existence. Son dévouement à son travail et à sa famille était évident pour tous ceux qui le connaissaient. La mémoire de Griffin a été honorée à travers des hommages et des mémoriaux. Le festival a continué, mais l'ambiance était morose et sobre, avec beaucoup rendant hommage à la mémoire de Griffin. Dans les jours qui ont suivi l'incident, la communauté de Coachella a eu du mal à faire face à cette perte soudaine. Des histoires sur la vie de Griffin et son engagement envers son travail ont circulé parmi le personnel du festival et les participants. Ses amis et collègues ont également partagé des souvenirs de sa gentillesse, de son professionnalisme et du soutien infaillible qu'il offrait à tous ceux qui l'entouraient. La communauté plus large du festival, y compris les fans, les artistes et les professionnels de l'industrie,
a exprimé ses condoléances et son soutien à la famille de Griffin. Des veillées et des moments de silence ont été organisés pendant le festival, créant un espace pour le deuil collectif et la réflexion. À la suite de cet incident, Golden Voice et d'autres organisateurs de festivals ont promis d'améliorer les mesures et protocoles de sécurité. L'objectif était de s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise plus, honorant la mémoire de Griffin à travers des normes et pratiques de sécurité renforcées. Le 24 juin 2022, Stephanie Thorpe, une mère de 32 ans et enseignante de Farnworth, s'est rendue au festival de musique Restricted Forest dans le parc Wheaton à Blackburn avec son compagnon Carl Pendlebury et une cinquantaine d'amis. La journée a commencé par un rassemblement animé au Post Office Inn à Farnworth, où Stephanie a pris quelques verres avec ses amis avant de se diriger vers le festival. Le groupe était impatient de passer une journée remplie de musique et de plaisir, prêt à profiter des festivités estivales. À leur arrivée au festival vers 13h30, Stephanie et Carl se sont rendus dans la zone VIP pour prendre un verre et se détendre avant de se séparer pour explorer les lieux du festival. Carl a revu Stephanie vers 17h sur une colline dans la forêt. Au début, elle semblait aller bien, profitant de la musique et de l'ambiance. Cependant, peu de temps après, elle a commencé à transpirer abondamment et à trembler, ce qui a inquiété ses amis. L'ami d'enfance de Stephanie, Darcy Lomax, l'a également vue dans le car et plus tard sur la colline. Stephanie s'est plainte d'avoir très chaud et a posé sa tête sur le genou de Darcy pour chercher du réconfort. Malgré la journée chaude, l'état de Stephanie s'est rapidement détérioré. Ses amis ont remarqué que ses lèvres devenaient bleues, signe clair que quelque chose n'allait pas du tout. Vers 17h30, ses amis ont réalisé qu'ils devaient obtenir une aide médicale immédiatement et l'ont emmenée à la tente médicale. Une ambulancière, Claire Watts, a été appelée pour aider Stephanie, lui administrant une solution saline et une canule dans le but de la stabiliser. Malgré leurs efforts, Stephanie est restée inconsciente et sa température corporelle était dangereusement élevée. L'équipe médicale a travaillé sans relâche pour l'aider, mais son état ne s'est pas amélioré. Plus tard, la docteure Stéphanie Martin a examiné les échantillons de sang de Stephanie et a trouvé des produits de dégradation inactive de la cocaïne et des composants actifs de l'ecstasy, également connus sous le nom de MDMA. Le taux de MDMA était critique, entraînant une défaillance multiviscérale ou un syndrome sérotoninergique, une condition potentiellement mortelle. La docteure Martin a expliqué que la combinaison de l'environnement du festival et de la consommation de drogue peut avoir des effets graves sur le corps. Le médecin légiste principal, le docteur James Hadley, a également souligné que la mort de Stephanie était accidentelle et non liée à une addiction. Il a souligné que la chaleur, l'effort physique, combinés aux effets toxiques du MDMA, avaient créé une situation mortelle. Il a également insisté sur l'importance de sensibiliser aux dangers de la consommation de drogue, en particulier dans des environnements à haute énergie comme les festivals de musique. Stephanie a été transportée d'urgence à l'hôpital Royal Blackburn, où elle a été déclarée morte dans les premières heures du 25 juin 2022. La cause médicale du décès a été déterminée comme étant une défaillance multiviscérale due aux effets toxiques du MDMA. La nouvelle tragique a été un choc, laissant sa famille et ses amis dévastés. Les amis et la famille de Stephanie se souviennent d'elle comme une personne vivante et aimante qui aimait danser, socialiser et profiter pleinement de la vie. Son compagnon Carl a également noté qu'elle avait souvent chaud en dansant, mais cette fois-ci, c'était différent. La combinaison de l'environnement du festival, de la température élevée, ainsi que des effets de l'ecstasy, a créé une tempête parfaite qui a conduit à sa mort prématurée. En réponse au décès de Stephanie, une campagne GoFundMe a été lancée par son ami Holly McLaughlin pour soutenir Carl et leur petit garçon Alfie. La campagne a rapidement dépassé son objectif, recueillant plus de 17 000 livres pour aider à couvrir les frais funéraires et fournir un soutien à sa famille pendant cette période difficile.